Les introductions matinales sont vraiment amusantes. Ils m'ont payé 60 $. Alors j'ai mis une cravate. Combien d'entre vous ont 36 ans ou plus? Oui, vous tous, vous êtes nés avant l'ère de l'ordinateur. L'ordinateur a 36 ans et je pense qu'il y aura une petite tranche dans la ligne du temps de l'histoire, une tranche assez significative là. Beaucoup d'entre vous sont des produits de la génération télévision. Je suis moi-même un produit de la génération télévision, mais dans une certaine mesure, je commence à devenir un produit de la génération ordinateur. Et les enfants qui grandissent maintenant sont définitivement des produits de la génération ordinateur. Et dans leur vie, l'ordinateur deviendra le principal moyen de communication. Tout comme la télévision a pris le relais de la radio, qui a pris le relais du livre. Je suis prêt à parler de tout ce que vous voulez aujourd'hui. J'ai environ 15 ou 20 minutes de choses que je veux couvrir rapidement, puis on pourra parler de ce que vous voulez. Comment ça vous va? Combien d'entre vous possèdent un Apple ou juste un ordinateur personnel? Combien d'entre vous en ont utilisé un ou en ont vu un? Quelque chose comme ça. Bien, OK. Commençons par qu'est-ce qu'un ordinateur? Qu'est-ce qu'un ordinateur? C'est vraiment simple. C'est juste une machine simple, mais c'est un nouveau type de machine. Les engrenages, les pistons ont été remplacés par des électrons. Combien d'entre vous ont déjà vu un électron? Le problème avec les ordinateurs, c'est qu'on ne peut pas toucher les choses qui bougent vraiment. On ne peut pas les voir, et donc ils ont tendance à être très intimidants parce que dans un très petit espace, il y a des milliards d'électrons qui courent partout et on ne peut vraiment pas saisir exactement à quoi ils ressemblent. Les ordinateurs sont très adaptatifs. C'est une machine très adaptative. Nous pouvons déplacer les électrons différemment à différents endroits selon l'état actuel des choses, les résultats de la dernière fois que nous avons déplacé les électrons. Donc, si vous étiez là hier soir et que vous avez entendu parler du cerveau et de sa grande adaptabilité, un ordinateur est, de la même manière, très, très adaptatif. Deuxième chose à propos des ordinateurs, ils sont très nouveaux. Ils ont été inventés il y a 36 ans, en 1947. Le premier diplôme en informatique proposé par une université, qui était l'Université de Californie à Berkeley, était un diplôme de maîtrise proposé en 1968, ce qui signifie que la personne la plus âgée ayant un diplôme en informatique a 39 ans et l'âge moyen des professionnels chez Apple est inférieur à 30 ans. C'est donc un domaine dominé par des gens assez jeunes. Troisième chose à propos des ordinateurs, ils sont vraiment stupides. Ils sont exceptionnellement simples, mais ils sont vraiment rapides. Les instructions brutes que nous devons donner à ces petits microprocesseurs, même les instructions brutes que nous devons donner à ces supercalculateurs géants en Cray-M, sont les instructions les plus triviales. C'est aller chercher des données ici, obtenir un nombre ici, ajouter deux nombres ensemble, tester pour voir s'il est plus grand que 0, le mettre là-bas. C'est la chose la plus banale que vous puissiez imaginer, mais la chose clé est que si je pouvais bouger 100 fois plus vite que n'importe qui ici, en un clin d'œil, je pourrais courir là-bas et attraper un bouquet de fleurs printanières fraîches ou quelque chose comme ça, et je pourrais revenir ici et claquer des doigts, et vous penseriez tous que j'étais un magicien ou quelque chose comme ça. Et pourtant, je faisais simplement une série d'instructions très simples, courant là-bas, attrapant des fleurs, revenant, claquant des doigts, mais je pouvais simplement les faire si vite que vous penseriez qu'il y avait quelque chose de magique qui se passait. C'est exactement la même chose avec l'ordinateur. Il peut aller chercher ces nombres, les ajouter ensemble et les jeter ici au rythme d'environ 1 million d'instructions par seconde. Et donc, nous avons tendance à penser qu'il se passe quelque chose de magique, alors qu'en réalité, il s'agit simplement d'une série de ces instructions simples. Maintenant, ce que nous faisons, c'est que nous prenons ces instructions très très simples et nous construisons, en assemblant ces choses, une instruction de niveau supérieur. Ainsi, au lieu de dire « tourner à droite »,« pied gauche »,« pied droit »,« pied gauche »,« pied droit », étendre la main, attraper des fleurs, revenir en arrière, je peux dire « pouvez-vous aller chercher des fleurs ?»
Pouvez-vous verser une tasse de café? Et nous avons commencé au cours des 20 dernières années à traiter avec les ordinateurs à des niveaux d'abstraction de plus en plus élevés. Mais finalement, ces niveaux d'abstraction sont traduits en ces instructions stupides qui s'exécutent très rapidement. Regardons brièvement l'histoire des ordinateurs. La meilleure façon de comprendre cela est probablement par une analogie. Prenons le moteur électrique. Le moteur électrique a été inventé pour la première fois à la fin des années 1800, et lorsqu'il a été inventé pour la première fois, il n'était possible de construire qu'un très grand, ce qui signifiait qu'il ne pouvait être justifié en termes de coût que pour des applications très grandes. Et donc, les moteurs électriques ne se sont pas proliférés très rapidement du tout. Mais la prochaine percée a été lorsque quelqu'un a pris l'un de ces grands moteurs électriques et a passé un arbre au milieu d'une usine, et à travers une série de courroies et de poulies, a partagé la puissance de ce grand moteur électrique sur 15 ou 20 postes de travail de taille moyenne, permettant ainsi de justifier le coût d'un moteur électrique pour des tâches de taille moyenne. Mais la véritable percée a été l'invention du moteur électrique à fraction de puissance. Nous pouvions alors amener la puissance directement là où elle était nécessaire et justifier les coûts sur une application totalement individuelle. Et je pense qu'il y a maintenant environ 55 moteurs à fraction de puissance dans chaque ménage. Si nous regardons le développement des ordinateurs, nous voyons un vrai parallèle. Le premier ordinateur s'appelait l'ENIAC en 1947. Il a été développé spécifiquement pour des calculs balistiques militaires. Il était énorme. Très peu de gens ont eu la chance de l'utiliser. La vraie percée suivante a été dans les années 60 avec l'invention de ce qu'on appelle le partage de temps. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris l'un de ces très grands ordinateurs et nous l'avons partagé. Comme il pouvait exécuter tellement d'instructions si rapidement, nous en exécutions certaines pour le travail de Fred ici, puis nous en exécutions certaines pour le travail de Sally, puis pour le travail de Don et pour le travail de Suzy. Et nous partageons cette machine, et elle était si rapide que tout le monde pensait qu'ils avaient l'ordinateur entier pour eux seuls. Le partage de temps est ce qui a vraiment commencé à proliférer les ordinateurs dans les années 60. Et la raison pour laquelle Apple existe est que nous avons découvert la puissance de calcul à fraction de puissance 5 ans avant tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous existons. Nous avons pris ces puces microprocesseurs, qui sont en quelque sorte un ordinateur sur une puce, et nous les avons entourés de tout ce dont vous avez besoin pour interagir avec un ordinateur. Nous avons fabriqué un ordinateur qui pesait environ 6 kilos. Et les gens le regardaient et disaient « Où est l'ordinateur ?» Ceci n'est qu'un terminal. On disait « Non, c'est ça l'ordinateur. » Et après environ 5 minutes de répétition, finalement une ampoule s'allumait dans leur esprit et ils se disaient que s'ils n'aimaient pas ça, ils pouvaient le jeter par la fenêtre ou l'écraser avec leur voiture. Mais c'était bien ça l'ordinateur. C'est pourquoi nous existons, l'informatique à fraction de puissance. Cette informatique à fraction de puissance a créé une révolution. Elle a été inventée en 1976, le premier ordinateur personnel. Cette année, en 1983, l'industrie va livrer plus de 3 millions de ces petites machines. 3 millions. D'ici 1986, nous allons livrer plus d'ordinateurs que d'automobiles dans ce pays. Et laissez-moi digresser un instant. L'une des raisons pour lesquelles je suis ici, c'est parce que j'ai besoin de votre aide. Si vous avez regardé les ordinateurs, ils ressemblent à des ordures. Tous les grands designers de produits sont occupés à concevoir des automobiles ou des bâtiments, mais presque aucun d'entre eux ne conçoit d'ordinateur. Et si nous regardons de plus près, nous allons vendre ces 3 millions d'ordinateurs cette année. Nous allons vendre ces 10 millions d'ordinateurs en 1986. Qu'ils ressemblent à des déchets ou qu'ils soient magnifiques, cela n'a pas vraiment d'importance, car les gens vont les absorber si rapidement qu'ils le feront, peu importe leur apparence. Et ça ne coûte pas plus cher de les rendre magnifiques. Il va y avoir ces objets, ces nouveaux objets, qui vont se retrouver dans tous les environnements de travail, dans tous les environnements éducatifs et dans tous les foyers.
Et nous avons une chance de mettre un objet magnifique là-bas, ou si nous ne le faisons pas, nous allons mettre un autre objet de rebut là-bas. D'ici 986 ou 987, peu importe l'année que vous choisissez, les gens passeront plus de temps à interagir avec ces machines qu'avec leurs grandes machines automobiles aujourd'hui. Les gens vont passer 2 à 3 heures par jour, parfois, à interagir avec ces machines, plus longtemps qu'ils ne passent dans une voiture. Et donc, le design industriel, le design logiciel et la manière dont les gens interagissent avec ces choses doivent certainement recevoir la même considération que nous accordons aux automobiles aujourd'hui, sinon beaucoup plus. Et si vous y réfléchissez, ce que nous avons, c'est une situation où la plupart des automobiles ne sont pas conçus aux États-Unis, en Europe, au Japon. Télévision, électronique audio, montres, appareils photo, vélos, calculatrices, vous le nommez, la plupart des objets de notre vie ne sont pas conçus en Amérique. Nous avons échoué. Nous avons échoué d'un point de vue industriel parce que nous avons perdu les marchés au profit des concurrents étrangers. Nous avons également échoué d'un point de vue design. Et je pense que nous avons une chance en nous concentrant sur cette nouvelle technologie informatique. En rencontrant les gens dans les années 80, le fait que les ordinateurs et la société sont à leur premier rendez-vous dans les années 80. Nous avons une chance de rendre ces choses belles et nous avons une chance de communiquer quelque chose à travers le design des objets eux-mêmes. Nous avons également échoué d'un point de vue design et je pense que nous avons une chance en nous concentrant sur cette nouvelle technologie informatique, en rencontrant les gens dans les années 80, le fait que les ordinateurs et la société sont à leur premier rendez-vous dans les années 80. Nous avons une chance de rendre ces choses belles et nous avons une chance de communiquer quelque chose à travers le design des objets eux-mêmes. De plus, nous allons dépenser plus de 100 millions de dollars au cours des 12 prochains mois en publicité médiatique. Apple à elle seule. IBM dépensera au moins une somme équivalente et nous générerons des dizaines de millions de dollars en brochures, affiches, plus que l'industrie automobile, encore une fois, pour comparaison. Et ce matériel peut être excellent ou peut être médiocre et nous avons besoin d'aide. Nous avons vraiment, vraiment besoin de votre aide. OK, revenons à cette révolution. Que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que l'ordinateur personnel est un nouveau moyen de communication, l'un des médias. Alors, qu'est-ce qu'un média? C'est une technologie de communication. Un livre est un média, le téléphone, la radio, la télévision, ce sont des médias de communication. Et chaque média a des pièges, des limites qu'il ne peut pas dépasser, mais il a également généralement de nouvelles opportunités uniques. La chose intéressante est que chaque média façonne non seulement la communication qui passe par lui, mais il façonne également le processus de communication. Un exemple parfait, si vous comparez le téléphone à ce que nous voyons maintenant dans le courrier électronique, où nous relions un tas d'ordinateurs ensemble et nous pouvons envoyer des messages à une boîte aux lettres électronique que les gens peuvent ensuite recevoir à leur convenance. Nous voyons qu'en effet, d'une certaine manière, nous envoyons de la voix à travers ces fils et d'une autre manière, nous envoyons des 1 et des 0 à travers ces fils. Donc, le contenu qui traverse le média est certainement différent. Mais la chose la plus intéressante qui est différente, c'est le processus de communication. Lorsque je parle au téléphone avec quelqu'un, nous devons tous les deux être au téléphone en même temps. Quand je travaille ou que je veux envoyer quelque chose à quelqu'un avec un terminal informatique, je veux faire un dessin et l'envoyer dans leur boîte aux lettres. Ils n'ont pas besoin d'être là. Ils peuvent le récupérer à 12 heures du matin. Ils peuvent le récupérer 3 jours plus tard. Ils peuvent être à New York et le récupérer. Un de ces jours, lorsque nous aurons des ordinateurs portables avec des liaisons radio, ils pourront se promener à Aspen et le récupérer. Et donc, le processus de communication lui-même change à mesure que les médias évoluent. Donc, ce que je dis, c'est que les ordinateurs sont un média et que les ordinateurs personnels sont un média nouveau et différent des grands ordinateurs. Ce qui se passe lorsqu'un nouveau média fait son apparition,
c'est que nous avons tendance à retomber dans les vieilles habitudes médiatiques. Et regardons quelques transitions d'un média à un autre, de la radio à la télévision, de la télévision à ce média interactif incroyable du disque vidéo. Si vous revenez en arrière et que vous regardez les premières émissions de télévision, ce sont essentiellement des émissions de radio avec une caméra de télévision pointée dessus, et il nous a fallu une bonne partie des années 50 pour vraiment comprendre comment la télévision allait s'épanouir en tant que média autonome. Et je pense vraiment que la première fois que beaucoup de gens ont été secoués en réalisant que la télévision était devenue majeure, c'était lors des funérailles de JFK. La nation, une grande partie du monde, a vécu les funérailles de JFK dans leur salon à un niveau d'intensité qui n'aurait pas été possible avec la radio. Je pense qu'un autre exemple plus optimiste a été l'atterrissage d'Apollo. Cette expérience n'était pas possible avec le média précédent et il nous a fallu une bonne vingtaine d'années pour que cela évolue vraiment. Regardons la transition suivante. Nous avons ce disque vidéo optique qui peut stocker 55 000 images par face ou 1 heure de vidéo accessible de manière aléatoire. Et qu'est-ce qu'on en fait? Des films. Nous retombons dans les vieilles habitudes médiatiques, mais il y a quelques expériences qui commencent à se produire et on commence à croire que dans 5 ou 10 ans, ça va prendre sa propre direction. Une expérience intéressante s'est produite ici même, ici à Aspen. MIT est venu à Aspen il y a environ 4 ou 5 ans, je pense il y a environ 4 ans. Ils avaient ce camion avec une caméra dessus et ils ont descendu chaque rue, photographié chaque intersection et chaque rue à Aspen. Ils ont photographié tous les bâtiments. Et ils ont ce computer et ce disque vidéo reliés ensemble. Et sur l'écran, vous vous voyez en train de regarder une rue et vous pouvez toucher l'écran et il y a des flèches sur l'écran. Vous pouvez toucher avancer. Et tout d'un coup, c'est comme si vous marchiez dans la rue, vous arrivez à une intersection, vous pouvez vous arrêter et vous pouvez regarder à droite, vous pouvez regarder tout droit et vous pouvez regarder à gauche et vous pouvez décider quelle direction vous voulez prendre. Vous pouvez même entrer dans certains magasins. C'est une carte électronique qui vous donne l'impression de vous promener dans Aspen. Ensuite, il y a 4 petits boutons dans le coin parce qu'ils sont revenus et ils ont fait exactement la même chose pour les 4 saisons. Vous pouvez regarder une rue, appuyer sur hiver et tout d'un coup, vous voyez la même rue avec 3 pieds de neige dessus. C'est vraiment incroyable. C'est pas incroyablement utile, mais cela montre le caractère interactif de ce nouveau média qui commence à se détacher des films et qui va prendre encore 5 à 10 ans pour évoluer. OK, revenons aux ordinateurs. Nous sommes actuellement à l'étape I Love Lucy dans le développement de notre média. Ce que nous avons fait, c'est que les micro-ordinateurs, les ordinateurs personnels, sont apparus pour la première fois. Qu'avons-nous fait? Nous retombons dans les vieilles habitudes médiatiques. Nous exécutons ces langages bizarres comme COBOL, nous faisons de la comptabilité d'entreprise dessus. C'est le genre de choses que nous avons faites avec ces ordinateurs historiquement. Il nous a fallu environ 4 ans avant de commencer à sortir de ça, et nous commençons à peine à en sortir maintenant. Quand vous regardez Lisa, Lisa permet à une personne comme moi, je ne suis pas un artiste au sens où beaucoup d'entre vous le sont, je peux m'asseoir et dessiner des images artistiques avec cet appareil parce qu'il y a un programme appelé Lisa Draw. Et si je n'aime pas ce que je viens de dessiner, je peux l'effacer, je peux le déplacer, je peux le réduire, je peux l'agrandir, je peux l'agrandir, je peux changer sa texture. Il y a un petit aérographe, plus je frotte, plus ça devient foncé. Je peux mettre des bords doux sur les choses, des bordures, et ainsi, même si je n'ai aucun talent pour le dessin, je peux faire des dessins sympas. Ensuite, je peux les découper et les coller dans mes documents. Je peux ainsi combiner des images et des mots, puis je peux les envoyer à la boîte aux lettres électronique pour que quelqu'un d'autre, ici à Aspen, puisse composer un numéro de téléphone, recevoir son courrier et voir ce dessin que j'ai réalisé. Donc, nous commençons à sortir de ces habitudes. Et vous pouvez le voir maintenant, c'est vraiment excitant. Ainsi, là où nous en sommes, c'est que l'ordinateur personnel est un nouveau média et que la société et les ordinateurs se rencontrent vraiment pour la première fois dans les années 80. Dans 15 ans, ce sera terminé en ce qui concerne cette première phase consistant à diffuser ces outils dans la société en grand nombre.
Mais au cours des 15 prochaines années, si nous le faisons vraiment, nous avons la possibilité de le faire bien ou de le faire moyennement. Et ce sur quoi beaucoup d'entre nous chez Apple travaillent, c'est d'essayer de le faire bien. Je veux examiner une dernière chose, puis nous pourrons parler de ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'un programme informatique? Vous savez ce qu'est un programme informatique? Quelqu'un? Non. Plus ou moins? Plus ou moins? C'est une chose étrange. C'est vraiment une chose étrange. Vous ne pouvez pas, je veux dire, vous n'avez jamais vu d'électrons, mais les programmes informatiques n'ont absolument aucune manifestation physique. Ce sont simplement des idées exprimées sur papier. Les programmes informatiques sont archétypaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comparons la programmation informatique à la programmation télévisuelle. Encore une fois, si vous revenez en arrière et que vous regardez les enregistrements des funérailles de JFK en 1963, je suppose que vous commencerez à pleurer, vous ressentirez beaucoup des mêmes émotions que vous aviez en regardant cela il y a 20 ans. Pourquoi? Parce qu'à travers l'art de la programmation télévisuelle, nous sommes très doués pour capturer un ensemble d'expériences, une ou deux expériences, 20 expériences, et être capable de les recréer. Nous sommes très bons dans ce domaine. Cela coûte beaucoup d'argent et c'est quelque peu limité, mais nous pouvons faire un très bon travail. Vous pouvez vraiment ressentir l'excitation de Neil Armstrong posant le pied sur la Lune. La programmation informatique fait quelque chose d'un peu différent. Ce que fait la programmation informatique, c'est qu'elle capture les principes sous-jacents d'une expérience. Non pas l'expérience elle-même, mais les principes sous-jacents de l'expérience. Et ces principes peuvent permettre des milliers d'expériences différentes qui suivent toutes si vous voulez. L'exemple parfait est le jeu vidéo. Que fait le jeu vidéo? Il suit les lois de la gravité, du moment angulaire, et il met en place ce stupide petit jeu de Pong. Mais la balle suit toujours ses lois. Aucun jeu de Pong n'est jamais identique. Et pourtant, chaque jeu de Pong suit ses principes sous-jacents, pour ainsi dire. L'exemple parfait est le jeu vidéo. Qu'est-ce qu'un jeu vidéo fait? Il suit les lois de la gravité, du moment angulaire, et il met en place ce petit jeu idiot de Pong, mais la balle suit toujours ses lois. Aucun jeu de Pong n'est jamais le même, et pourtant, chaque jeu de Pong suit ses principes sous-jacents. Un autre exemple est un programme sympa appelé Hammurabi. Des enfants de 7 ans y jouent, et c'est un jeu. Il apparaît à l'écran et dit « Ô roi Hammurabi », et vous devenez le roi Hammurabi de l'ancien royaume de Sumer pour 10 ans. Il dit « Ô roi Hammurabi, voici l'année 1. Vous avez 1000 boisseaux de blé en réserve, 100 personnes et 100 acres de terre. La terre se négocie à 24 boisseaux l'acre. Voulez-vous vendre des terres? Non. Voulez-vous acheter des terres? Non. Combien voulez-vous planter ou nourrir? Combien voulez-vous planter? Il s'avère que si vous ne plantez pas assez, certains de vos gens mourront de faim l'année suivante. Et si vous plantez beaucoup, les gens des villages environnants viendront parce que votre village est attractif et bien nourri. Donc vous plantez une certaine quantité. Ensuite, il dit « Combien ?» Oh, désolé. Donc vous nourrissez vos gens une certaine quantité, puis il vous demande combien vous voulez planter. Et vous devez planter une certaine quantité pour obtenir le grain l'année suivante. Mais vous ne pouvez pas planter plus d'acres. Et donc, si vous vous lancez dans une frénésie d'achat de terre dès le début et que vous ne nourrissez pas bien vos gens, parce que vous avez dépensé tout votre grain pour acheter des terres, alors vous n'avez pas assez de gens pour planter ces terres. Donc ça ne sert à rien si vous ne plantez pas les terres, et si vous nourrissez vos gens en abondance, tous ces autres gens viennent des villages environnants, mais ils meurent de faim l'année suivante. Et il y a ces enfants de 7 ans et ça continue, année 2, année 3, et de temps en temps, il y a des rats qui ont mangé une partie du grain, et là, vous êtes dans de beaux draps. Que allez-vous faire? Tuer quelques personnes, vendre des terres ou autre chose. Et c'est basique, mais en gros, ces enfants de 7 ans jouent avec ce modèle macroéconomique et on peut discuter du contenu du modèle. Mais une chose est sûre, ils peuvent y jouer pendant des heures tout en apprenant. Et nous devons rendre nos modèles de plus en plus performants et sophistiqués, mais c'est une façon interactive d'apprendre que nous n'avons jamais eue en grandissant. Encore une fois, des milliers d'expériences individuelles, mais toutes basées sur ce même ensemble de principes sous-jacents. Quand j'étais à l'école,
J'ai eu quelques excellents professeurs et beaucoup de professeurs médiocres, et ce qui m'a probablement empêché d'aller en prison, ce sont les livres, parce que je pouvais lire ce qu'Aristote a écrit ou ce que Platon a écrit. Et je n'avais pas besoin d'un intermédiaire entre les deux. Un livre était une chose phénoménale. Il transmettait directement de la source à la destination, sans rien entre les deux. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas poser de questions à Aristote. Et je pense que si nous regardons vers les 50 à 100 prochaines années, si nous pouvons vraiment créer ces machines capables de capturer un esprit sous-jacent, ou un ensemble de principes sous-jacents, ou une façon sous-jacente de voir le monde, alors quand le prochain Aristote apparaîtra, peut-être que s'il porte avec lui l'une de ces machines toute sa vie, et qu'il y tape tout, alors peut-être qu'un jour, après la mort de cette personne, nous pourrons demander à cette machine que dirait Aristote à ce sujet. Et peut-être que nous n'aurons pas la bonne réponse, mais peut-être que oui. Et c'est vraiment excitant pour moi. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je fais ce que je fais. Alors, de quoi voulez-vous parler?